Bonsoir, je ne vous vois pas, mais je suis très heureux d'être là et très honoré surtout. J'espère que, j'espère que j'aurai des choses qui vous intéresseront parce que, Alors en Stars même Up, temps, je suis un peu gêné parce que je me dis, mais suis-je bien légitime d'être là quand je vois certaines personnes qui sont là comme Hubert Reeves après. bien sûr. Je me sens un peu... Alors ici, bon. ici à Stars Up, on est tous des passionnés de science, des passionnés d'espace. On a parlé beaucoup de ça aussi dans la journée. Toi, Eric, ta vie, elle est faite principalement de musique, mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que tu es aussi un passionné d'espace, un passionné de spatial, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu te souviens C'est on vrai. se souvient tous, enfin moi oui, je m'en souviens, à quel moment cette passion, elle est née et comment elle est née? Ah ben, cette passion, pour moi, elle est née depuis, je ne me souviens pas même de sa naissance, puisqu'elle elle correspond presque à la mienne. Je suis passionné depuis que je suis gosse, quoi, tout gosse. J'avais la chance de vivre toute mon enfance dans le sud de la France, mais complètement dans la nature. C'est-à-dire que le premier voisin était à 2 kilomètres. Du coup, forcément, zéro pollution lumineuse autour de chez moi. Et, euh, et je me souviens avoir passé des heures, c'est peut-être un peu exagéré, mais des bonnes demi-heures montre en main, ce qui est déjà pas mal, dehors comme ça, à regarder les étoiles. Et en fait, j'ai découvert très très récemment, il y a quelques semaines, en discutant avec un ami par rapport à un projet en rapport avec l'espace que je suis en train de faire en ce moment, j'ai découvert il y a très peu de temps qu'en fait, le niveau de passion que j'avais pour l'espace n'était pas commun. C'est-à-dire or, moi, je pensais jusqu'il y a 2 semaines que tout le monde était fasciné par l'espace comme moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non, parce que mon pote avec qui je dînais ce soir-là, avec qui je discutais, qui est un auteur, donc en plus quand même quelqu'un qui, voilà, qui cherche, qui est inspiré, etc. Il me dit, mais non, mais attends, moi aussi je suis fasciné par l'espace, mais je regarde les étoiles pendant 3 minutes et puis c'est bon, quoi. Tout le monde n'est pas comme le public Pas, de voilà, Stars Up pas, ici, et pas, tout le monde n'est pas comme toi, quoi. voilà, exactement. Et j'ai découvert ça très récemment. Et alors du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui me fascinait là-dedans. Parce que par contre, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas un scientifique. Mais ce qui me fascinait, je me souviens quand j'étais gosse, et je pense que c'est même toujours ce qui me fascine, c'est toutes ces notions que je trouvais totalement incompréhensibles, les notions de distance déjà, les notions d'infini, et, et rien que ça, c'est ça qui me faisait rêver pendant des heures. C'est-à-dire, je regardais en essayant de comprendre, et évidemment, je ne comprenais pas. Et en fait, quelque part, ça me faisait partir dans des rêveries. Et puis, quelque part, c'était, j'imagine, une forme de méditation sans m'en rendre compte. Et je pense que c'est tout simplement ça qui, à l'origine, m'a fasciné et m'a attiré dans l'espace. Est-ce que tu te souviens de quel genre d'impact ça a eu en toi, le petit Eric Serra, si on peut dire, à l'école par exemple? Oui, le petit Eric Serra, petit par Le l'âge. grand Jules, grand cire, même dans son nom. Est-ce que tu te souviens de quel genre d'impact ça a pu avoir? Je sais pas, tu as commencé à étudier les maths, la physique, l'ingénierie, etc. Ah oui, alors, Parce que effectivement, alors, j'avais pour la partir dans chance, les étoiles, quoi, rejoindre l'infini. ouais, j'avais la chance d'être assez doué en maths quand j'étais gosse. C'est-à-dire, je voyais pas où était le problème, quoi. Les maths me paraissaient d'une logique absolue. Donc, je n'avais pas besoin de travailler. Je comprenais, j'écoutais les cours et tout me paraissait très très clair. Du coup, j'étais vraiment très bon en maths. Et je me souviens c'est en troisième à l'époque, où on nous donnait, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, en troisième, en début d'année, on vous donnait un dossier d'orientation pour vous aider à décider si vous alliez
en seconde plutôt scientifique, plutôt littéraire, etc. Ouais, on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, quoi. Moi, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai eu ça Ouais, aussi. c'est toujours comme ça. Moi, il n'y avait rien de ce que je voulais faire dans la liste. Mais... Voilà. Et moi, je me souviens que dans cette liste, moi, je rêvais d'être musicien, rockstar. Il n'y avait pas rockstar dans la Et liste. en fait, il n'y avait pas rockstar dans la liste. Du coup, je savais pas. Alors du coup, en plus, bizarrement, comme il n'y avait pas rockstar, je me suis dit bon, bah, ça n'existe pas vraiment en fait. C'était assez bizarre comme façon de raisonner, mais en revanche, j'avais vu, il y avait 2 trucs qui m'ont interpellé. C'était ingénieur du son. Or ça, j'avais vu ça marqué sur des disques, donc je savais que ça avait quand même un rapport avec mon rêve. Et un autre truc qui était inscrit, c'était astronaute. Et les deux, au départ, en tout cas pour l'orientation immédiate après la 3e, c'était de toute façon section C à l'époque, qui je crois s'appelle S aujourd'hui. Donc c'était section mathématiques, ce qui tombait très bien puisque c'était le truc le plus simple pour moi. Et du coup, je m'étais orienté là-dedans en me disant, voilà, au moins je déciderai plus tard si je suis ingénieur du son ou astronaute. Et donc, comme tout le monde le sait, la carrière d'astronaute, ça n'a pas vraiment marché pour toi. Non, enfin j'ai encore bon espoir, mais... On l'a dit tout à l'heure, hein, l'ESA va peut-être lancer une nouvelle campagne de recrutement. Il est peut-être bon, pas trop j'ai tard. quand même un Soyouz. Hein. C'est vrai, et je suis témoin. Tu as un Soyouz. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ton Soyouz? Ce qui est rigolo, c'est que alors j'habite pas loin d'ici en fait. J'habite sur l'île Saint-Germain et donc au bord de l'eau. Et j'ai la chance, donc j'ai un petit bateau. Hein, rassurez-vous, c'est pas un yacht, mais j'ai un petit bateau à peu près de la taille d'un Soyouz. Et un peu plus petit que le Soyouz, même je dirais. Plus petit que le Soyouz. Et en fait, ce bateau, je l'ai baptisé Soyouz. Mais je l'ai baptisé Soyouz, je l'ai acheté il y a presque 20 ans. Hein, donc je l'ai baptisé Soyouz il y a presque 20 ans. Et le jour où on s'est rencontrés avec Jules, il est venu chez moi et puis j'essayais de le... T'essayais de m'impressionner, quoi. J'avais peur qu'il doute. Non, j'avais peur qu'il doute de ma réelle passion pour l'espace. Et donc j'essayais d'être convaincant en lui racontant pourquoi j'étais passionné, etc. Et j'avais complètement oublié que mon bateau était nommé Soyouz. Et c'est en partant de chez moi, soudain, je lui ai dit « Oh, au fait, viens voir !» Il faut que je te montre un truc. Et pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Soyouz, c'est le nom non seulement de la fusée Semyorka, la fusée russe, mais c'est surtout le nom de cette capsule qui emmène les astronautes vers la Station spatiale internationale et retour sur Terre. Donc c'est une petite capsule toute étroite pour 3 cosmonautes. J'imagine qu'ils le savent, s'ils sont passionnés. Il y a peut-être des gens qui nous regardent. Tu sais qu'on est regardé aussi sur la twittosphère, en live sur Facebook, etc. Donc il y a aussi des gens en dehors de cette salle de passionnés qui nous regardent. D'accord. Et alors, non seulement tu as le Soyouz, mais le studio d'enregistrement, il y a autant de boutons presque que dans le Space Shuttle, dans la navette spatiale. Et toi, tu appelles ça ta station spatiale, c'est ça? C'est mon vaisseau spatial. Ton vaisseau spatial, carrément. Ça aussi, c'est pas nouveau. C'est-à-dire depuis toujours, dès que j'ai monté mon premier studio, pour moi, c'était un vaisseau spatial. D'ailleurs, mon premier studio... la déco du studio était inspirée de Star Trek. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette sensation, quoi. Alors, souvent, les gens qui entrent dans un studio d'enregistrement pour la première fois, la réflexion qui revient systématiquement, c'est « Oh là là, on dirait le cockpit d'un avion », parce qu'effectivement, il y a plein de boutons partout. Et... donc, il y a déjà ce point commun, effectivement, avec les cabines de pilotage, c'est qu'il y a des boutons partout. Mais moi, j'ai toujours eu cette sensation qui est assez difficile à expliquer. D'ailleurs, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais quand je suis tout seul dans mon studio, ce qui est donc régulier, puisque je travaille la plupart du temps tout seul, j'ai vraiment l'impression d'être en train de piloter mon vaisseau spatial et d'explorer l'univers sonore. Et c'est une sensation...
Ça paraît sûrement bizarre, Mais ça, c'est quelque c'est une chose que sensation réelle que je ressens réellement. Mais raconte-nous un peu, parce que ça, c'est quelque chose que personne ne connaît. On parle beaucoup du job d'astronaute, on a entendu tout à l'heure la musique de Star Trek, on a vu tous ces films, etc. Mais le travail d'Eric Serra dans sa station spatiale, qui est son studio, ça se passe comment? Bah, je cherche, donc je suis tout seul à bord. Et puis c'est vraiment ça, quoi, pour moi. Je ne saurais pas l'expliquer de manière plus rationnelle, parce que c'est pas rationnel de toute façon, la création artistique. Donc c'est vraiment ça, quoi. Je suis enfermé dans mon studio et je cherche. Donc je suis comme ça me fait penser à un peu, soit un peu Star Trek, puisque c'est le principe du truc. On explore je sais plus comment ils disent au début de chaque épisode, là, Des mondes étranges. voilà, des contrées inexplorées. Ou alors, comment il s'appelle, Solo dans Star Wars, qui est tout seul enfin, lui, il a le Chewbacca. Moi, j'ai pas le Chewbacca. T'as pas de Chewbacca dans ton studio? Moi, j'ai pas le Chewbacca. Mais c'est vraiment ça, quoi. J'ai la sensation d'explorer des mondes inconnus dans lesquels je découvre des choses. Alors, c'est quand je compose, en fait, j'ai l'impression de découvrir des choses. Et c'est en ça, je pense, que la création artistique est un peu comparable. C'est que c'est à la fois un univers infini et totalement mystérieux. Et enfin voilà, pour moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Je ressens quelque chose de similaire entre les deux. D'infini et de mystérieux, ça c'est l'espace. Et effectivement, la composition, c'est comme ça que tu le vois aussi. Tu parles de Star Trek, tu parles de Star Wars. Tu sais que il y a un schisme entre les fans de Star Trek et de Star Wars. On ne peut pas être l'un et l'autre. Toi, Moi, c'est les deux, moi. De quel côté? Franchement, je ne pourrais pas trancher parce à main que levée ici, il y a combien de fans de Star Trek, par exemple? Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial Enterprise. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes. Voilà, il y en a un et il y en a un qui a un micro. et au Alors, mépris du maintenant, danger, les fans de Star Wars. avancer vers l'inconnu. D'accord. Donc tu vois, Star Trek c'est bien pour les connaisseurs et Star Wars c'est quand même encore la majorité. Pas ici, beaucoup hein. plus. Hein. Non, alors moi c'est les deux, vraiment. Parce que Star Wars, c'est pile ma génération, c'est-à-dire que le premier Star Wars est sorti quand je devais avoir, je sais plus, 13, 14 ans, 15 ans. Tu étais la cible. Donc assumée, moi, je suis quoi. tombé dedans, mais à fond, c'est-à-dire que j'ai adoré, ça m'a totalement bouleversé. Et j'ai découvert, bizarrement, Star Trek beaucoup plus tard. Et je suis fan particulièrement de la première série Star Trek, c'est-à-dire la série des années 50 ou 60, mais que j'ai découverte, moi, dans les années... milieu des années 80, elle passait sur la 5 à l'époque. Et j'avais découvert ça, donc c'est super kitsch, surtout cette saison, enfin cette époque-là. Mais j'adorais ça, je ne sais pas pourquoi. C'est du bon kitsch. Ah ouais, c'est bon, grave. Et alors, donc ça c'est pour la culture un petit peu pop. Est-ce que tu as, toi, un livre spatial qui t'a inspiré, qui t'est resté en mémoire? On a tous aussi, tous les passionnés d'espace ont au moins un livre spatial qui nous reste en mémoire. Est-ce que tu as quelque chose comme ça, toi? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui qui m'a le plus marqué, je pense. Ouais. C'est les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Ouais. Et je me souviens que quand j'ai lu ce truc-là, c'était il y a pas mal de temps, donc je n'ai plus de souvenirs très précis, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait un climat incroyable qui ne ressemblait à rien d'autre, quoi. Ça faisait penser à aucun autre bouquin que j'avais lu. Il y avait une atmosphère incroyable dans ce bouquin. C'est un bouquin sur comme son nom l'indique, chroniques martiennes. Donc c'est des chroniques martiennes. C'est supposé. Non, mais c'est supposé être donc la colonisation de Mars, et donc ça raconte des épisodes de la colonisation de Mars. Et c'est vraiment, il est sublime ce bouquin. Pour ceux qui seraient tentés de le lire, l'auteur c'est Ray Bradbury. Ray Bradbury, c'est ça? Voilà. Ray Bradbury. Ray Bradbury. Immanquable, ubique. Enfin bon, voilà, il faut absolument se plonger dans Ray Bradbury si vous aimez
la science-fiction et l'espace, c'est extraordinaire. On a parlé l'année dernière avec Roland Lehoucq de Ray Bradbury, plongé dans Ray Bradbury. Donc, on va commencer à citer, si on commence à citer tous les auteurs dans lesquels il faut se plonger, on est mort, le planning du festival est ruiné. Donc on va avancer juste sur tu parles d'une atmosphère, d'une impression qui te reste en mémoire. Est-ce que l'espace, est-ce que les étoiles, est-ce que cette culture pop spatiale, c'est quelque chose qui t'a inspiré aussi dans tes compositions? Je pense pas forcément à des compositions de films sur l'espace, mais peut-être dans des compositions même de scènes d'action, des choses comme ça. Bah, disons que c'est pas une inspiration directe parce que quand je compose pour un film notamment, bah, l'inspiration directe c'est le film. Donc je compose ce que je ressens en regardant des images. Maintenant, quand on compose, enfin je pense que c'est pareil pour tous les artistes, quel que soit le domaine artistique, toute émotion, enfin pour moi en tout cas, toute émotion est une nourriture de l'inspiration qui après va se traduire de manière différente suivant ce qu'on est en train de faire. Mais toutes les émotions sont de la nourriture qui inspire. Du coup, dans ce sens, l'espace forcément est une nourriture très riche, oui. Tu vois, on avait eu Romain Charles tout à l'heure qui parlait de nourriture spatiale. Pour toi, c'est l'inverse, c'est l'espace qui te nourrit, quoi, c'est ça. Voilà, ouais. Et donc, dans cette nourriture, tu as eu un moment l'envie de composer sur le spatial, sur l'espace. On a suivi ici la mission Proxima, la mission de Thomas Pesquet, que en France, en tout cas, on a pu suivre au quotidien. Comment toi, tu l'as vécu, cette mission, toi qui étais déjà un passionné d'espace? Ah bah j'ai tout suivi, évidemment. J'étais passionné parce que, bah, en plus, ouais, voilà, on avait un Thomas Pesquet, un Français, qui était dans l'espace et puis qui nous a bien alimenté en petits messages et il était très présent sur les réseaux et tout ça. Ça, c'était vachement sympa, quoi. On était en direct avec lui presque en permanence. Et donc j'ai suivi tout ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Et ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et toi, tu avais l'idée déjà de composer sur un thème spatial, de faire quelque chose un petit peu en dehors de ton activité habituelle pour composer quelque chose comme ça à cette époque-là? Bah, c'est un peu, effectivement, en regardant Thomas, en pensant à Thomas qui était dans l'ISS là-haut. C'est un peu ça qui m'a donné l'envie, ouais. C'est-à-dire que ça m'a notamment fait prendre conscience que finalement, ouais, c'était quelque chose qui me passionnait depuis que j'étais gosse et dont je m'étais jamais vraiment occupé, entre guillemets. C'est-à-dire que, à part quand j'ai fait la musique du Cinquième Élément, qui a un rapport évidemment avec l'espace, et du coup, ça m'a donné envie, ouais, de faire un album. Mais alors, c'est pas l'album que je suis en train de faire par rapport à l'espace. C'est pas du tout de la musique spatiale au sens science-fiction, bip bip. Alors on peut en parler peut-être un petit peu, etc. juste pour cadrer. Donc, c'est plus ce qui m'intéresse justement, c'est plus l'émotion des astronautes. Parce que en regardant Thomas, je me disais mais ça doit être. Enfin, j'avais déjà rencontré des astronautes dans le passé, une ou deux fois. Et à chaque fois, ouais, ça me fascine. Je me dis, mais ça doit être absolument dingue, quoi, d'être dans l'espace et de voir la Terre comme ça, d'avoir cette vision-là. Ça aussi, c'est quelque chose, je peux y penser pendant des heures. Et je m'en lasse pas, quoi. Ça me fait complètement partir, quoi, ce genre de pensée. Et donc, si on peut dévoiler des petits secrets de fabrication, le jour où Eric m'a présenté son Soyouz, son petit bateau Soyouz, je lui ai dit si tu es vraiment un passionné d'espace à ce point-là, tu peux venir à Cologne, le public peut aller à Cologne, au centre des astronautes européens, visiter le centre. Si tu veux, viens et je te ferai visiter le centre des astronautes. Et donc, c'est là que la deuxième rencontre avec l'espace s'est faite. Voilà, oui, donc j'ai eu la chance de visiter grâce à Jules. Et alors, ça c'était assez rigolo parce qu'on est arrivé la veille de la visite, on est arrivé la veille au soir à Cologne et on devait dîner avec Jules dans un resto et
on arrive au dîner et Jules nous dit je me suis permis d'inviter un pote là, qui est arrivé aujourd'hui à Cologne, j'espère que ça ne vous dérange pas. C'est Luca Parmitano, c'est un astronaute italien. Et donc, moi, évidemment, j'étais aux anges. C'était comme s'il me disait j'ai invité le Père Noël. Et donc, Luca est arrivé et ça a été génial parce que moi, j'étais donc censé rencontrer Thomas Pesquet le lendemain avec Jules. Et donc, j'avais préparé toute une liste de questions et que je voulais poser à Thomas. Des questions, évidemment, qu'on ne lui avait jamais posées dans les interviews, puisque j'avais vu à peu près toutes les interviews de Thomas sur YouTube et partout. Donc, c'était plus des questions voilà, d'émotions et de choses dont je l'avais assez peu entendu parler dans les interviews. Et dont tu avais besoin pour Et moi, c'est surtout ça qui m'intéressait pour mon projet. C'était pas le côté scientifique, c'était le côté émotionnel. Et là, du coup, ce premier soir-là, on était face à face avec Luca, et puis Jules était là, et Cyril, avec qui un ami, était à côté. Et en fait, on a parlé comme ça pendant 2 heures avec Luca, enfin surtout lui d'ailleurs. Moi, je lui posais des questions et lui me répondait. Si, quand même, Luca, il posait des questions. Hein. Luca m'avait posé quelques questions aussi. Et c'était génial, c'était magnifique. Et il m'a dit des trucs géniaux qui m'ont extrêmement justement nourri pour mon projet. Et le lendemain, on a été visiter donc le centre d'entraînement des cosmonautes. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation avec des astronautes. Romain, ouais. Voilà. Et là, donc c'est Jules qui nous faisait visiter tout ça. Donc déjà, c'était waouh, c'est un peu Disneyland quoi pour les gens qui sont passionnés d'espace. Et puis et à un moment donné, Luca nous rejoint parce que lui, il était là. Par contre, il s'entraînait quoi. Puisque c'est aussi le centre d'entraînement. C'est pas que Disneyland. Et Luca nous a rejoints et à un moment, il me dit « Tiens, viens, je t'ai préparé une surprise ». Et il m'avait préparé une séquence de simulateur Soyuz, mais le vrai simulateur sur lequel les astronautes s'entraînent. C'est-à-dire, c'est pas un jeu de fête foraine. Et il m'avait préparé la séquence d'arrimage à l'ISS. Et j'ai réussi à arrimer le... Bravo. Mais donc j'ai pu expérimenter le simulateur. Hein. Mais déjà, c'est quand même assez dingue de s'imaginer que eux, les astronautes, ils sont réellement là-dedans, avec tous les risques que ça comporte, etc. Et le truc, et je vous jure, c'est plus petit qu'une Fiat 500 à l'intérieur. Ils sont comme ça, ils sont 3 collés les uns aux autres. C'est minuscule, quoi. Alors bon, heureusement, le voyage dure pas extrêmement longtemps, mais quand même, quoi. Enfin, ça aussi, ça m'a fasciné. Et donc aujourd'hui, tu en es où de ce projet? Tu parles toujours de projet. Le mot projet, c'est un mot un petit peu où on peut tout mettre dedans. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, ce projet, c'est donc... On peut en parler ou c'est un truc secret pour Stars Up? J'en ai pas encore beaucoup parlé officiellement, médiatiquement, mais je ne vais pas tarder, donc je peux vous en parler effectivement un petit peu. C'est un projet musical, donc c'est un album, mais avec lequel il va y avoir de l'image aussi. Et c'est un album qui, pour moi, c'est en gros, ça raconte l'aventure d'un astronaute, c'est-à-dire ce que ressent un astronaute lors de son aventure spatiale. C'est-à-dire, en fait, chaque morceau représente une phase du voyage. Et j'avais commencé par faire une liste donc, des phases qui me semblaient importantes, qui me semblaient les plus marquantes pour les astronautes. Et quand j'ai rencontré Thomas, c'est la première question que je lui ai posée. Je lui ai demandé, voilà, je lui ai dit, j'ai fait la liste de ce qui me semble les phases les plus importantes. Thomas, c'est Thomas Pesquet. Oui. D'accord. Non, mais juste parce que les gens peuvent avoir des Thomas dans leur famille, on parle de Thomas Pesquet. Ah oui, non, Thomas Pesquet. Et c'est Major Tom.
Le Major Tom. Voilà. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est... Il y avait 12 phases, je crois. Et je lui ai demandé, est-ce que tu confirmes, quoi? Est-ce que ça correspond aux phases les plus importantes? Est-ce que, par contre, il y en a qui, non, ça n'a pas trop d'importance, et inversement, d'autres que j'aurais oubliés. Et j'étais content parce qu'il m'a tout confirmé, et il m'a juste demandé de rajouter une phase qui était... Parce que je démarrais, en fait, à l'origine, je pensais démarrer de son enfance et du rêve de gosse de devenir astronaute, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que là, ça allait faire trop de phases, ça allait faire un triple album. Donc, finalement, j'avais décidé de ne commencer que au moment du décollage, quoi. Et lui m'a demandé de rajouter quand même la phase, le coup de fil du directeur de l'ESA qui lui annonce qu'il est sélectionné et qu'il va partir dans l'espace. Donc j'ai ajouté cette phase. Et alors ensuite, Thomas, pendant ce dîner qui était d'ailleurs chez Jules, à côté de Cologne, Thomas m'a raconté, je voulais en gros qu'il me raconte les fameuses phases, mais version... Je lui avais dit, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai vu toutes tes interviews, donc c'est pas le côté scientifique ou le côté journalistique qui m'intéresse. Je voudrais que tu me racontes vraiment comme tu raconterais à ton meilleur pote en privé, quoi. C'est-à-dire, je veux l'émotion, je veux. Et là, donc, il a commencé à me raconter le coup de fil. Ensuite, il commence à me raconter la suite. Alors après, il y a l'entraînement, après il y a le décollage, machin. Puis, et en fait, moi, je pensais que j'allais obtenir qu'il me raconte une ou deux phases, et puis qu'ensuite, ça allait être un enfer parce que j'allais avoir besoin de l'appeler ou de le revoir 15 fois pour qu'il me raconte tout. Et en fait, là, il me raconte les 2-3 premières phases comme ça, puis arrivé à la fin de la 3e ou 4e, il me dit « Et après, c'est quoi la prochaine phase et tout ?» Bah, c'est ça. Et en fait, il m'a finalement raconté toutes les phases de mon projet dans la même soirée. Donc je suis reparti de là-bas, j'étais... Voilà, et donc ce projet maintenant, on a hâte de l'écouter, de le voir, de Ouais, moi savoir aussi, un peu ouais. plus ce que c'est. Voilà, mais en tout cas, une belle exclusivité pour Stars Up ce soir. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. On a dit qu'on était là aussi pour interagir avec vous. Oui, n'hésitez pas, Profitons parce de que cette si je peux proximité, répondre à cette des intimité, questions... voilà. Allez-y, en plus, à vous, dans l'émotion, allons le taquiner un peu dans l'émotion, aller chercher des choses comme ça. Oui, toujours. Ah non, c'est pas possible. De toute façon, c'est passage obligé. Vous avez posé une question à chacun des intervenants. Vous n'avez pas levé les mains? Ben voilà, par habitude. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Allez-y, hein. C'est là sur. Là-bas, il y a des questions là. Je ne vois pas. Oui. Combien j'ai oublié la petite lingette, mais comme tu es jeune et bien portant. Moi, j'aurais voulu savoir le parcours musical qui t'avait mené à ton métier de compositeur. Il n'a pas trop de rapport avec la conférence. Mais c'est bien de le reconnaître. Le parcours musical. Et le côté laboratoire Explo avec des instruments, synthétiseurs et tout ça pour connecter avec l'espace. La question, c'est le parcours musical. Comment je suis devenu compositeur, c'est ça? Ouais. En gros? Ben, en fait, moi, j'ai commencé comme musicien, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que j'étais instrumentiste. Et ça, je faisais ça depuis que j'étais né, quasiment. Et je rêvais donc d'en faire mon métier, puisque c'était ma passion principale. Mais au départ, c'était vraiment en tant qu'instrumentiste. Et j'ai commencé professionnellement, d'ailleurs, comme ça, ma carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler quand j'avais 17 ans. J'étais déjà musicien professionnel. Et donc, je faisais le métier de musicien, c'est-à-dire je faisais des séances d'enregistrement pour différents artistes. Je jouais dans des groupes, je faisais des concerts, des choses comme ça. Et en fait, compositeur, c'est arrivé par hasard, parce qu'un jour, j'étais dans un studio dans lequel je jouais les guitares pour un chanteur. Et ce chanteur, c'était un gars qui s'appelle Pierre Jolivet, que vous connaissez peut-être comme réalisateur de films. Mais il a fait un album de chanteur dans sa vie, comme ça. Et à cette époque-là, il avait un jeune pote qui avait le même âge que moi, donc on avait
18 ans, je crois, 17 ans et demi, 18 ans, et avec lequel il était en train d'écrire, de développer des projets de films. Et ce jeune garçon, c'était Luc Besson. Et Luc, le jour où j'avais enregistré ses guitares, Luc était passé lui rendre visite au studio. Et à cette époque-là, Luc avait rien fait, hein, il avait été assistant sur un film, c'est tout. Mais pendant ces séances, Luc m'avait vu improviser, parce que en fait, j'avais été appelé sur cet album en catastrophe, alors que leur album était terminé, c'était un groupe, et ils n'étaient pas contents des solos de guitare, et moi j'étais venu, j'avais refait tous les solos de guitare en quelques heures, en improvisant. Ce qui, pour tout musicien venant un peu du jazz ou du jazz rock, est tout à fait normal. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait d'exceptionnel là-dedans. Mais quelqu'un comme Luc, qui n'était pas musicien, lui, ça l'avait beaucoup impressionné. Et quelques mois plus tard, il a fait son premier court-métrage et il m'a demandé de composer la musique. Et ma première réaction, ça a été de lui dire non, je ne suis pas compositeur, je suis musicien. Mais il a insisté en disant si, je suis sûr que tu es compositeur, parce que pour lui, si j'improvisais comme ça, c'est que j'étais compositeur. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu raison. Enfin, si, en ce qui me concerne, je suis ravi. Je suis ravi qu'il ait insisté, mais je connais des improvisateurs de génie qui sont des compositeurs nuls, et inversement, des compositeurs de génie qui ne sont pas capables d'improviser la moindre note. Donc les deux choses n'ont pas forcément de rapport, mais lui croyait qu'il y en avait un, et je suis très content qu'il ait cru ça. Parce que donc oui, ma carrière de compositeur a commencé comme ça, c'est-à-dire que comme il a insisté, j'ai essayé, puis j'ai réussi, j'ai fait son court-métrage. Ensuite, il m'a rappelé quelques mois plus tard pour faire la même chose sur son premier long-métrage, qui s'appelait Le Dernier Combat, et ensuite le deuxième qui s'appelait Subway, et qui avait déjà très bien marché, notamment au niveau de la musique. Voilà. Donc voilà, c'est arrivé un peu par hasard. Je n'avais pas prévu de devenir compositeur.